Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Inclusion for Change, l'émission sur l'égalité des chances dans le monde du travail. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet d'inclusion encore très invisible et pourtant essentiel à la cohésion de la société, à savoir l'insertion professionnelle après la détention. En première partie de cette émission, nous pourrons prendre la mesure de l'enjeu grâce aux chiffres qu'exposera Maya Agege, déléguée générale de l'AFMD, notre partenaire sur cette émission que vous connaissez déjà. Ensuite, vous découvrirez un reportage qui a été réalisé à la Fondation M6 lors d'une journée d'insertion d'anciens détenus. Et enfin, nous débattrons en plateau avec nos deux invités, Simon Vandenbroek, chef du service des politiques et de l'accompagnement vers l'emploi des personnes placées sous main de justice à l'ATIGIP, qui dépend de l'administration pénitentiaire au ministère de la Justice, et Laure Garnier, directrice de l'association SPIL, sortir de prison, intégrer l'entreprise. Bienvenue à vous deux, c'est parti pour ce nouvel épisode d'Inclusion for Change. Maya Agege, pouvez-vous nous exposer les enjeux que couvre l'insertion professionnelle des ex-détenus ? Effectivement, merci beaucoup Judith. Parmi les thématiques rarement traitées dans les politiques diversité, il y a l'insertion des ex-détenus et les enjeux sont pourtant doubles. D'un côté, des enjeux économiques et sociaux, en lien avec la lutte contre les discriminations bien sûr. De par leur parcours, ils sont éloignés de l'emploi, des codes sociaux et même du travail. Et puis de l'autre côté, il y a des enjeux sociétaux. Parce que de par leur situation, il y a un vrai enjeu en réalité à les réinsérer pour éviter la récidive. Parce qu'aujourd'hui, 6 personnes sortant de prison sur 10 récidivent. Et donc je vais donner 2-3 autres chiffres. D'abord, 65% des personnes entrant en prison sont sans emploi. 52% des personnes détenues n'ont aucun diplôme. Et 80% n'ont pas le baccalauréat. Ça, c'est les chiffres d'un côté. Et puis de l'autre côté, les chiffres en lien avec le travail. Par exemple, 31% de la population carcérale a une activité professionnelle rémunérée. Il y a également 21% des détenus qui sont scolarisés durant la détention et il y a seulement 12% qui bénéficient d'une formation professionnelle. Et d'ailleurs, sur cette formation professionnelle, je voudrais le préciser, il y a 83% des formations qui sont validées, c'est-à-dire que les détenus vont au bout de la formation et sont donc certifiés. Tout ça fait nous dire que ça vaut la peine de parler de ce sujet parce que finalement, le passé en détention, ce n'est pas un critère de discrimination, donc ce n'est pas traité de la même manière que l'égalité femmes-hommes, le handicap qu'on a pu traiter dans cette émission. Et on voit que les préjugés, ils sont grands. Et en face, les moyens pour s'engager sont plutôt faibles parce que seulement une poignée des organisations sont réellement engagées sur cette thématique des personnes placées sous main de justice. Et c'est ce qui nous a poussé à faire l'émission d'aujourd'hui, à choisir cette thématique. Je vous propose de commencer par découvrir le reportage que nous avons tourné au sein des locaux de la Fondation M6 lors de cette journée d'insertion très touchante et très belle destinée aux anciens détenus. On peut officiellement lancer cette journée découverte. Il y a tout juste 15 ans, le groupe M6 a souhaité créer une fondation et a choisi cette thématique de la réinsertion après la prison comme objet de cette fondation. Pour faire se rencontrer ces deux mondes, le milieu carcéral et l'entreprise, on a eu cette idée de créer un moment de rencontre, une journée qu'on a appelée découverte et qui est aujourd'hui une journée qu'on reproduit 3 fois dans l'année chez M6. Qui est un moment de rencontre entre d'anciens détenus qui nous sont orientés par des associations. Ces anciens détenus sont en recherche active d'un emploi, donc elles sont vraiment en train de passer des entretiens où elles s'y préparent. Et de l'autre côté, on a des collaborateurs qui connaissent assez peu la prison ou qui ont appris à la connaître à travers la journée découverte et qui vont venir se rencontrer d'égal à égal pour s'appuyer les uns les autres, partager leurs expériences. Donc ça, c'est une de mes valeurs fortes, la solidarité. S'il y avait une autre valeur, ça pourrait être la créativité. C'était une journée bien remplie, assez enrichissante, avec des personnes très bienveillantes et souriantes. Ce matin, il y avait les entretiens d'embauche, la découverte de l'environnement, un petit peu des studios, donc très, très heureux d'y avoir participé. La Fondation, elle a 2 missions aujourd'hui. La première, c'est effectivement le soutien aux associations et la mise en place de projets pour que les personnes détenues ou les personnes sous main de justice se préparent à un retour à l'emploi, donc elles développent leur employabilité.
Et puis de l'autre côté, on a assez vite constaté qu'il y avait des freins à l'embauche du côté des entreprises, freins qui peuvent être légitimes, là n'est pas le sujet, mais freins qui sont basés aussi sur beaucoup de méconnaissance du profil des personnes placées sous main de justice, du rôle de la prison. Il y a une crainte parce qu'on a nos propres préjugés. La récidive, on va se dire quelqu'un qui a eu un épisode carcéral, c'est quelqu'un de violent, voilà, on a peur de l'inconnu. Les mauvaises interprétations, les images qui sont peut-être pas favorisantes, ce sont ce genre de freins qui poussent peut-être les entreprises à être un peu plus réticentes. Je pense que s'ils ont le choix, ils ne vont pas forcément aller vers des personnes qui ont fait de la détention, donc ils vont plutôt s'orienter vers des profils de personnes qui sont plutôt normales, je dirais. Mais moi, j'ai envie de se dire, va faire cette expérience. Alors comment on mesure le succès de cette action? Eh bien déjà, on a depuis 2021 130 anciens détenus ou personnes placées sous main de justice qui ont participé à cette journée. Et pour 50% d'entre eux, ils ont accédé à l'emploi après avoir participé à cette journée. Évidemment, c'est des personnes qui sont accompagnées au long cours par des associations qui font un travail vraiment de fond. Mais voilà, cette journée peut aussi jouer un rôle dans tout simplement un rôle de tremplin et de confiance en soi aussi avant de se lancer dans une recherche d'emploi. Et puis du côté des entreprises qui ont accueilli cette journée, donc le groupe M6, mais il y en a d'autres puisque c'est cet essaimage sur lequel on accélère les choses aujourd'hui, eh bien on voit aussi qu'il y a plus de 400 personnes qui, à un moment donné, ont été sensibilisées à l'univers carcéral, donc potentiellement ont un chakra d'ouvert sur ce public. Par rapport à l'entreprise dans laquelle je travaille, donc Carrefour, qui est du coup cette volonté notamment de faire de la réinsertion pour les personnes anciennement incarcérées. Et du coup, c'est vrai que M6 a beaucoup d'historique par rapport à ça. Et du coup, on vient voir comment ils s'organisent pour que nous, on puisse aussi le faire potentiellement dans notre entreprise. Je trouve que participer à ces journées fait prendre conscience de la diversité des profils qu'on peut rencontrer et sans qu'on se rende compte finalement de ce qu'ont vécu les personnes. On ne peut pas se douter du tout des parcours personnels des personnes avec lesquelles on travaille. Et donc je trouve que ça fait partie de nos responsabilités vraiment d'être ouverts, de prendre conscience qu'en fait on a tous eu peut-être des erreurs de parcours et qu'on n'a pas à juger et qu'il faut qu'on travaille tous ensemble sans avoir de stéréotypes ou de préjugés. Nous nous retrouvons sur le plateau d'Inclusion for Change pour parler de l'insertion professionnelle des anciens détenus. Simon Vandenbroek, je voudrais commencer par vous. Je rappelle que vous travaillez à l'ATIGIP qui dépend de l'administration pénitentiaire au ministère de la Justice. Comment d'abord est-ce qu'on peut mieux faire pour mieux articuler formation et projet professionnel à la sortie de prison ? Alors avant tout, bonjour et merci de votre invitation et de me donner l'occasion de parler de la mission que nous portons au sein du ministère de la Justice pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Effectivement, nous, notre souhait, c'est de faire de la peine un temps qui soit utile à la personne, à la fois pour réparer le passé, mais aussi surtout pour préparer l'avenir. Et c'est pour ça, et au regard des enjeux de lutte contre la récidive que vous avez rappelé précédemment, que le ministère a choisi d'engager autant d'énergie et de mobilisation autour de cette question de l'insertion professionnelle et de la formation que vous soulignez dans votre question. Et effectivement, au regard des enjeux de qualification, de compétences que vous rappeliez également, nous souhaitons faire du temps de la peine un moment qui permette aux personnes détenues de développer leurs compétences à travers différents leviers, leur donner l'occasion de pratiquer une expérience professionnelle à travers le travail pénitentiaire, donc l'occasion de travailler au sein de l'établissement pénitentiaire pendant leur détention, le levier de la formation professionnelle en déployant des formations certifiantes en collaboration étroite avec les régions qui financent la formation professionnelle en détention, et le troisième levier, celui de l'accompagnement pour accompagner les personnes dans l'élaboration d'un projet professionnel, la préparation des recherches, des démarches de recherche d'emploi qu'elles réaliseront et la préparation de la sortie pour que, à la sortie, elles puissent être prises en charge dans le cadre de programmes d'accompagnement qui leur permettront de retrouver, on l'espère, au plus vite un emploi. Comment est-ce que vous définissez en fait ces formations ? Est-ce que vous le faites en lien justement avec les bassins d'emploi, avec les régions, avec les entreprises locales ? Quelle est la méthodologie que vous utilisez ?
Alors effectivement, on le fait en lien très étroit, établissement pénitentiaire par établissement pénitentiaire, avec les régions dont je vous parlais précédemment, qui ont aussi l'expérience des besoins des entreprises, puisqu'elles développent également des programmes de formation à l'extérieur. On le fait également en lien très étroit avec le service public de l'emploi, et je pense en particulier au réseau France Travail et au réseau des missions locales qui accompagnent plus particulièrement les jeunes de moins de 26 ans. Et donc, on met en commun cette expertise et l'analyse des besoins des entreprises pour proposer en détention des formations sur des activités, des compétences et des métiers qui sont recherchés ensuite sur le marché du travail et qui ont des perspectives d'avenir. Voilà, l'objectif étant d'ouvrir les perspectives et les opportunités professionnelles pour les personnes qui nous sont confiées. Laure Garnier, bonjour. Vous êtes directrice, donc je le disais, de l'association SPIL, Sortir de prison, intégrer l'entreprise. Est-ce que vous pouvez me décrire le travail que fait votre association en amont aussi de la sortie de prison, c'est-à-dire que pendant la détention, et quels sont les constats que vous posez sur les dispositifs institutionnels qui sont favorables à la réinsertion professionnelle après la détention? Oui. Alors oui, sortir de prison, intégrer l'entreprise intervient ce qu'on appelle le dedans-dehors. Donc on commence l'accompagnement individuel avec l'administration pénitentiaire qui nous oriente des personnes qui sont a priori prêtes et volontaires pour commencer à réfléchir à la sortie. Donc ça se prépare en amont, parfois elles ont travaillé dedans, parfois elles ont suivi des formations, bien sûr. Donc on essaye de valoriser tout ça et surtout de construire un projet. Et on suit ce projet dehors, puisque voilà, on a un accompagnement, on signe un contrat d'engagement avec ces personnes, donc on les suit aussi dehors, toujours avec l'administration pénitentiaire. Souvent elles sont en aménagement de peine, donc elles sortent pas directement. Et on suit cette évolution qu'on a préparée dedans, puisque quand on sort, c'est pas toujours facile. On veut se réinsérer, mais voilà, il peut avoir des difficultés. Mais on a un projet qui peut évoluer et on sait que le travail est quand même un pilier pour la réinsertion et donc pour la non-récidive. Et SPIL a été créé par des entreprises, par le fondateur de M6, voilà, qui s'est dit les entreprises ont un rôle à jouer. Et donc pour oser accompagner des personnes sous main de justice, pour oser leur proposer un emploi. Donc il y a vraiment un enjeu social, un enjeu sociétal et un enjeu économique, parce que toutes ces personnes ont des compétences. Et pendant le reportage, on voyait que des craintes quand même par les personnes d'être stigmatisées en arrivant, enfin même pas en arrivant en emploi d'ailleurs, au moment de postuler. Comment on fait pour lever cette appréhension comment on fait aussi pour empêcher ou éviter cette stigmatisation par les employeurs? Alors moi, je leur dis souvent, déjà, c'est pas écrit sur ton front que tu es sortant de prison. Donc voilà, on travaille avec eux sur l'estime de soi parce qu'ils ont des compétences, ils en ont parfois développé en détention, ils en ont parfois développé avant par leurs bêtises. On est ici, on peut parler de compétences transférables, ils n'en ont pas forcément l'idée. Donc on fait un bilan de compétences avec eux finalement. Donc ils se disent, ah oui, j'ai envie de quelque chose et j'ai la possibilité de, alors que cette possibilité, ils l'ont parfois même pas imaginée. Donc on fait un CV, on fait des simulations d'entretien, on est très terre à terre. Je viens du monde de l'entreprise avant d'être dans l'économie sociale et solidaire, donc je vois aussi voilà, ce qu'attendent les entreprises et je leur dis, ce n'est pas parce que tu es un pauvre sortant de prison, mais parce que tu es une personne et que tu as des compétences. Donc, c'est pas écrit. Donc, avec tout ça, ils trouvent aussi parfois eux-mêmes. Et sinon, on a aussi, nous, tout un réseau de partenaires avec qui on discute beaucoup. Mais généralement, tout le monde dans l'entreprise ne sait pas que la personne est sous main de justice. C'est pas obligé de le savoir. Donc, vous dites qu'il n'y a pas besoin de déstigmatiser parce que, en fait, c'est pas un sujet de discussion. S'il y a besoin. Si, il y a besoin quand même, bien sûr, parce qu'il faut rassurer l'entreprise. C'est vraiment un regard double. L'entreprise doit changer le regard sur la personne sortant de prison, l'ex-détenu, mais la personne aussi doit changer le regard sur l'entreprise. Parfois, ça lui fait peur, justement, je vais être stigmatisée, mais non, tu as des choses à apporter, l'entreprise a des choses à t'apporter. Donc, voilà, c'est du gagnant-gagnant, mais c'est pas par une position basse, en fait. Et les entreprises ont peur, mais on discute. Et quand il y a des associations comme SPIL, mais comme d'autres aussi, qui accompagnent la prise de poste, c'est comme tout salarié autre. Une prise de poste, elle est importante. Il peut y avoir des peurs des deux côtés. Il faut accompagner. Donc, souvent,
chez nos partenaires, les responsables RH qui font des entretiens savent que la personne est sous main de justice, puisque ça vient de sortir de prison, enfin de notre association. On discute avec les personnes, est-ce que tu assumes aussi que tu es passé par la détention? La plupart l'assument tout à fait, parce qu'il y a un après. Ils n'ont pas pris perpète, la société doit aussi les accueillir. Voilà, donc le RH le sait, généralement le manager, mais après dans l'équipe, nous conseillons que les autres personnes. Et puis petit à petit, les personnes peuvent le dire aussi, voilà, quand elles ont plus confiance, et les salariés parfois le découvrent en disant ah bon, et voilà, ça démystifie aussi. Ça, c'est quand il y a des belles histoires. Simon Vandenbroek, justement pour poursuivre sur précisément les freins, quel est l'outillage que vous fournissez aux entreprises justement pour lever ces freins dans un engagement auprès des personnes qui étaient détenues? Voilà, comment vous faites pour embarquer les gens, les faire venir peut-être au sein du SPIL ou pour les mobiliser? Oui, alors je souscris totalement au besoin de sensibiliser de part et d'autre pour déconstruire un grand nombre de représentations, qui ont parfois des fondements, parfois pas. Et donc voilà, nous on croit beaucoup, on va beaucoup au devant des entreprises. On a beaucoup développé ces approches ces dernières années. On croit beaucoup à la rencontre. Et donc on essaye de démultiplier les occasions de faire se rencontrer des personnes détenues, des ex-personnes détenues, avec des acteurs du monde de l'entreprise. Ça peut prendre plein de formes différentes. Les journées découvertes organisées par la Fondation M6 qui font l'objet du reportage en sont un merveilleux exemple. On accueille également donc en détention des entreprises qui font la démarche de venir installer un atelier de travail pénitentiaire au sein de l'établissement pénitentiaire au profit du travail des personnes détenues. C'est une manière, pour le coup, c'est la manière la plus impliquante de s'engager sur ce sujet. Hyper concrète, qui sert aussi leur objectif de production, leur objectif économique. Mais il y a aussi plein d'autres façons d'impliquer les entreprises sur ce sujet, qui vont de venir faire découvrir son métier en détention pour ouvrir les horizons professionnels des personnes détenues, qui peuvent être participer à un job dating pour des personnes qui ont une sortie qui est proche. Ça peut être également accueillir en immersion professionnelle dans sa propre entreprise quelqu'un pour qu'il puisse découvrir un métier, préparer un recrutement ou un projet de formation. Ça peut être également s'impliquer dans de l'alternance pour accueillir au sein de son entreprise quelqu'un qui est dans un parcours de formation de façon complémentaire. Voilà, donc il y a plein de façons d'organiser cette rencontre et c'est ce qu'on a cherché à développer ces dernières années et ce qu'on cherche aujourd'hui encore à réaliser. Et toutes ces expériences remportent un succès. Enfin, c'est notamment les ateliers. J'imagine que c'est très concret et ça permet même aux gens aux employeurs de trouver des candidats intéressants. Oui, je vous le confirme, on a plein de belles histoires de ce type, de personnes qui ont travaillé pour certaines entreprises au sein des établissements pénitentiaires et qui, à leur sortie, se voient proposer des postes et des suites de parcours au sein de ces entreprises. Et effectivement, on a pour objectif au ministère de la Justice de développer le travail pénitentiaire, d'en proposer davantage. Et donc, on a mené un important travail de sensibilisation, d'information de cette possibilité qui reste assez méconnue des entreprises. Et donc, depuis le début de l'année 2023, on a accueilli 75 nouveaux ateliers de travail pénitentiaire avec des entreprises qu'on a réussi à convaincre de se lancer avec nous dans cette belle aventure. Bravo. Merci. Et donc dans les équipes, pardon, excusez-moi, j'en perds mon latin tant tout ça est inspirant. Dans les équipes également, Laure Garnier, comment est-ce qu'on prépare l'arrivée d'une personne qui sort de prison? Ça peut, j'imagine que vous allez me dire, comme dans n'importe quelle équipe, néanmoins, il y a peut-être des clés, des choses qui se préparent d'un point de vue managérial d'une manière particulière. Plutôt, comme je disais tout à l'heure, plutôt au niveau des responsables RH et des managers. Moi, je pense que c'est pas obligatoire que tout le monde sache que la personne est sous main de justice. Ça peut aussi se préparer parce que parfois elles vont avoir un bracelet, donc c'est des personnes qui ont aussi quelquefois des horaires à respecter puisqu'elles sont toujours sous main de justice. Mais encore une fois, ça n'empêche pas leur employabilité. Il faut qu'en effet le manager sache que puisse comprendre que la personne ne peut pas aujourd'hui, en tout cas immédiatement, faire des heures supplémentaires, mais sinon les horaires se changent à partir du moment où le manager le sait, tout ça est positif.
Mais on discute aussi avec eux, on fait des points réguliers avec les personnes détenues, mais aussi avec les managers pour voir si ça se passe bien, s'il y a des choses à faire évoluer. Mais encore une fois, c'est comme une prise de poste assez traditionnelle. Comme vous l'avez dit, Maya, tout à l'heure, c'est des personnes qui sont quand même a priori assez éloignées de l'emploi parce qu'elles ont quand même pas beaucoup de diplômes en rentrant en détention. Mais elles découvrent un monde qui, s'ils les accueillent, souvent ces personnes, elles ont très envie en fait. Donc moi, souvent les employeurs me disent tu me proposes une personne qui a envie, une personne qui arrive à l'heure et une personne qui a qui a envie de s'engager et qui va pas disparaître. Et nous aussi, on mobilise aussi les personnes en disant regarde, on te fait confiance. Donc, profite peut-être de cette chance. Et il y a vraiment tout un regard qui change. Et puis, les entreprises aussi, elles ont, comme un petit peu la société civile, elles ont peur de ce qu'elles connaissent pas. Donc, comme disait Monsieur Van den Broek tout à l'heure, on les invite à faire aussi des visites en détention. Donc, avec l'administration pénitentiaire, des directeurs d'établissement, des directeurs de SPIP, on a cette possibilité aussi d'inviter des entreprises, des directeurs RSE ou même des patrons, suivant la taille, et qui peuvent rentrer en détention, non pas pour regarder avec un regard, mais pour se rendre compte que oui, il y a du travail, oui, il y a aussi parfois des formations, et que ces personnes ont besoin et envie, pour certaines en tout cas, de se réinsérer, et donc il faut en profiter. Moi, j'avais peut-être une question sur... peut-être que c'est que moi, mais parfois j'ai l'impression qu'il y a une sorte de frustration parce qu'il y a quand même assez peu d'organisations comme SPIL en France. Et il y a aussi tout simplement des sujets de financement. Financement privé et public, mais surtout privé. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet de réputation ? Il n'y a pas beaucoup d'engagement parce que publiquement, c'est un peu compliqué pour peut-être certaines entreprises de dire je recrute des personnes qui étaient sous main de justice. Oui, peut-être, mais voilà, moi est-ce qu'on vous l'a dit ? Non, mais la question, c'est plus qu'est-ce qu'on vous a dit et donc qu'est-ce que vous répondez à ça, quoi ? Comment vous les secouez un peu ? En fait, c'est souvent des personnes qui ont fait des délits et non pas des grands criminels c'est ça. Donc il faut changer le regard et c'est des personnes qui peuvent travailler, qui ont envie de travailler. Bien sûr, on accompagne, on fait venir, on rencontre aussi, on fait des rencontres avec des anciens détenus et des entreprises qui ont embauché ces personnes. Harmonia, entre autres, dans le facility management, qui a embauché quand même depuis 2 ans 10 personnes qui sont pour la plupart encore là et qui s'épanouissent. Et les entreprises assument donc de faire non seulement une partie sociale, mais aussi ils sont là pour faire du business. Et les personnes sous main de justice, on leur dit on est là pour bosser. On est là pour bosser. Produire. Et donc on a besoin de toi et vice versa. Donc c'est gagnant-gagnant dans ce sens-là. Et beaucoup... c'est pas simple, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'espère qu'il y a plein d'entreprises qui vont nous appeler après, l'un et l'autre, pour nous dire oui. Je souhaite il y a encore on espère. C'est aussi l'objet de cette émission. Voilà. Simon Van den Broek, on parle de détention, mais il y a aussi des manières de contourner la détention et de l'éviter et de favoriser un avenir qui fonctionne réellement. Parmi ces leviers, il y a le travail d'intérêt général qui représente étonnamment uniquement 3,5% des peines prononcées, alors que près de 80% des tiges, si j'ai bien compris, c'est-à-dire travail d'intérêt général, sont effectués avec succès et que la récidive qui suit est beaucoup plus faible qu'après une courte peine de prison. Donc même une courte peine de prison a des conséquences bien plus fortes. Est-ce que le problème est culturel au fait de prononcer si peu de travaux, de peines de travail d'intérêt général, et est-ce que vous, à la TIVIP, vous formulez des préconisations auprès de la justice pour aller davantage vers ce genre de dispositif ? Alors effectivement, on souhaite pouvoir développer le travail d'intérêt général, qui est effectivement une peine alternative à la détention, qui est souvent proposée pour des personnes plutôt jeunes, plutôt aussi sans expérience professionnelle, et donc on souhaite profiter aussi de cette peine pour proposer aux personnes un accompagnement, les raccrocher à un parcours, une dynamique positive pour la suite de leur parcours. Alors historiquement,
il y avait un sujet de place, de postes disponibles, qui était souvent réservé à certains types d'activités d'entretien bâtimentaire, d'espaces verts, et qui n'étaient pas forcément en nombre suffisant. Et donc ça a été tout le travail de la TIGIP ces dernières années, ça a été de développer cette offre de TIG qui est passée de 18 000 à 43 000 postes disponibles aujourd'hui, et de diversifier le champ des possibles pour que aussi le support de ce travail d'intérêt général ait du sens au regard de la peine et de la situation de la personne, et qu'elle permette d'y introduire des enjeux d'insertion professionnelle, des parcours d'accompagnement, etc. Donc j'allais dire, on a déjà beaucoup progressé sur les structures à même de pouvoir accueillir ces personnes. Ça peut être des associations, ça peut être des structures publiques. Depuis quelques mois maintenant, ça peut être des structures de l'économie sociale et solidaire, et actuellement en cours d'expérimentation des sociétés à mission. Et donc on a vraiment élargi le champ des possibles. Reste maintenant à ce que le prononcé par les juridictions, prononcé de ces peines, se développe. Mais comme vous le savez, les juridictions sont bien sûr indépendantes dans leurs décisions. En tout cas, nous, on a cherché à mettre à leur disposition tous les outils qui leur permettent de se saisir de cette peine alternative à la détention. Oui, parce qu'en fait, le constat dans tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est que tout ce qui existe comme dispositif fonctionne, et c'est terriblement frustrant en fait de voir à quel point c'est peu utilisé compte tenu des résultats extraordinaires que ça a. Alors, enfin, extraordinaire, peut-être que je suis un peu romantique, mais en tout cas, enfin, il y a quand même des choses qui sont prometteuses, et on aimerait que ce ne soit que ça. Donc merci pour ces éclairages. Moi, si je peux me permettre, parce que depuis le début de l'émission, peut-être on le dit pas, on parle des personnes, mais en fait, ce sont majoritairement des hommes. Et ce qu'on voulait quand même souligner, c'est que il existe aussi des femmes dans les prisons, mais qu'elles représentent un petit pourcentage. Vous nous disiez 3,5%. Et donc là, la majorité des actions dont on a parlé, évidemment, sont pour les deux volets, les hommes et les femmes. Oui, il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas de différence. Genre, je préfère le dire. Oui, non, c'est effectivement important. Et puis vous disiez en préparation de l'émission que même vous faisiez en sorte de dégenrer les formations et les dispositifs possibles. Effectivement, je vous le disais, notre objectif, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles pour les personnes qui nous sont confiées. Et ça passe aussi par le fait de proposer autre chose que des formations ou des supports d'activité très genrés, parce que les personnes sont des femmes ou parce que les personnes sont des hommes. Voilà. Et donc on a une grande diversité, et on développe aussi les activités de travail et de formation qui accueillent un public mixte, pour reproduire autant que possible les conditions d'un environnement de travail ou de formation qu'ils ou elles connaîtront à l'extérieur. Cette émission se termine déjà. Je vous remercie beaucoup de l'avoir écoutée. Merci à vous, Simon Vandenbroek et Laure Garnier, d'être venus sur ce plateau. Merci Maya pour votre venue également, et ce partenariat auquel on tient tant. La saison 2 de Inclusion for Change prépare de très beaux épisodes. Rendez-vous donc le mois prochain.